entreprises. À 14 h, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, comparaît devant la Cour de justice de la République pour négligence dans sa gestion d'un des volets de l'affaire Tapie. Elle va devoir s'expliquer sur ses choix dans l'arbitrage qui avait permis dans un premier temps à l'ancien ministre d'empocher 403 millions d'euros. Avec nous sur ce plateau, maître Sidney Touati, avocat fiscaliste et auteur de La phase cachée de l'affaire Tapie, et maître Denis Chemla, avocat en droit pénal des affaires, spécialistes de contentieux. Avant de vous retrouver, on va rejoindre devant le palais de justice de Paris Alexandra Guillet. Alexandra, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un procès particulier à plus d'un titre. Oui, première particularité, Philippe, eh bien, c'est que même si nous nous trouvons ici au sein du palais de justice de Paris, Christine Lagarde n'est pas jugée, ne sera pas jugée devant une juridiction de droit commun, mais devant la Cour de justice de la République, une juridiction d'exception, seule habilitée à juger les ministres qui auraient commis des fautes pendant l'exercice de leurs fonctions. Il est très rare que cette Cour se réunisse, seulement 5 fois, en comptant celle d'aujourd'hui, depuis son existence, depuis 23 ans. La dernière fois, c'était en 2010 pour Charles Pasqua. Pour l'occasion, la salle qui est située juste derrière moi, eh bien, a dû être réaménagée pendant tout le week-end pour pouvoir accueillir les 15 juges qui la composent, 6 sénateurs, 6 députés ainsi que 3 magistrats de la Cour de cassation. Il y aura également 15 juges suppléants qui seront présents dans la salle. Seconde particularité de ce procès, eh bien, c'est que Christine Lagarde va être jugée alors même que l'enquête pénale sur le volet non ministériel de l'affaire Tapie, eh bien, n'est toujours pas terminée. Elle est toujours en cours. Une enquête pénale dans laquelle 6 personnes sont actuellement mises en examen. C'est pourquoi, dès l'ouverture de cette audience, dans quelques minutes, les avocats vont demander le report de ce procès, le temps que l'enquête puisse établir si oui ou non il y a eu détournement de fonds à l'époque. Merci beaucoup Alexandra, et on vous retrouve bien sûr tout au long de la journée pour suivre ce procès qui débutera à 14 h. Alors il y a l'aspect que vient d'évoquer Alexandra. On rappelle qu'il y a donc un procès gouvernemental, si l'on peut dire, devant la Cour de justice de la République, puis un procès non gouvernemental qui lui n'a pas encore eu lieu. Est-ce que c'est un argument qui peut faire mouche, comme l'on dit ? Oui, c'est un argument qui peut faire mouche. Christine Lagarde est poursuivie pour négligence. On lui dit, toi, ministre de l'économie, tu n'as pas bien fait ton travail dans la gestion de ce dossier, et ça a entraîné un détournement de fonds publics. L'argent qui a été remis à Bernard Tapie à la suite de l'arbitrage. Alors c'est sûr que pour savoir s'il y a un détournement de fonds publics, il faut quand même que le fond du dossier soit traité. La fraude, on dit que cet arbitrage est frauduleux. Pour l'instant, ça n'a pas fait l'objet d'un jugement pénal. Il n'y a pas de notion de détournement consacrée en justice. Alors je pense qu'effectivement, c'est un bon argument que de demander le report du dossier jusqu'à ce que ce soit jugé au fond, au pénal. Je partage tout à fait le point de vue de mon confrère. Effectivement, là, il semblerait que les choses se précipitent un peu, quoi. Et il me semble en fait que ce procès, évidemment, a une tonalité politique évidente. De toute façon, il faut savoir que Tapie occupe le devant de la scène pratiquement d'une manière continue depuis 30 ans, quoi. Alors depuis 30 ans, on ressort Tapie du chapeau d'une manière récurrente. La dernière, alors, lorsque en 2008, on a trouvé un accord pour régler le problème du litige qui l'opposait au Crédit Lyonnais. Bon, évidemment, la somme qui avait été proposée, 400 millions, ça représentait beaucoup d'argent. Mais enfin, ça avait le mérite de mettre un terme à cette procédure. Mais c'est une question un peu de candide que je vais vous poser. Mais comment se fait-il que des magistrats organisent un procès alors que vous êtes tous d'accord, tous les deux, pour nous dire mais il faudrait quand même peut-être juger sur le fond, le pénal, détournement de fonds, avant? Il y a une procédure qui a été suivie, la procédure de la Cour de justice de la République. C'est une procédure qui a été menée de façon très, très sérieuse. Il y a une commission d'instruction qui a enquêté, qui a
conduit des investigations comme un juge d'instruction, sauf que là, il y a plusieurs juges d'instruction qui sont des conseillers à la Cour de cassation. Et puis la procédure, eh bien, elle trouve son terme naturel aujourd'hui, puisqu'à la fin de l'instruction, eh bien, il y a le procès. Madame Lagarde... Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire... Attendez, alors, Madame Lagarde a essayé, elle s'est pourvue en cassation devant la Cour de cassation. Elle a demandé, notamment, c'était en avril, je crois, elle a demandé à ce que le procès ne se tienne pas tout de suite. Et la Cour de cassation a dit, pour des raisons juridiques sur lesquelles on pourrait revenir, mais qui sont un peu complexes, non, il n'y a pas besoin d'attendre que le procès au fond se déroule pour juger Madame Lagarde. Madame Lagarde, elle n'est pas poursuivie pour un délit intentionnel. Hein, pour les téléspectateurs, un délit intentionnel, c'est quelque chose qu'on fait volontairement pour faire mal. Madame Lagarde, elle est poursuivie pour négligence. Vous n'avez pas bien fait votre travail. Vous n'avez pas entendu faire mal, vous n'aviez pas d'intention frauduleuse, mais vous n'avez pas bien fait votre travail. Et c'est ça qu'on va regarder dans le cadre du procès. Vous avez employé le terme il y a quelques instants, et on faisait un débat d'éditorialistes un petit peu avant cette émission, qui reprenait le même thème que vous, procès politique. C'est fort, procès politique. Vous pouvez développer. Si on refait l'historique un peu de ce feuilleton tapis, donc quand le tribunal arbitral rend sa décision, il est possible d'avoir des recours contre cette décision. C'est ce qui va se produire. Il y a un groupe de députés, dont M. Jean-Marc Ayrault, qui vont saisir le tribunal administratif de Paris. Ils vont être déboutés. Ils vont saisir ensuite la Cour administrative d'appel de Paris, laquelle Cour administrative d'appel va les débouter. Ils vont saisir le Conseil d'État. Le Conseil d'État va rejeter leur demande. Conclusion, théoriquement, toutes les voies de droit ayant été épuisées, la décision du tribunal arbitral prenait force de loi. Elle n'était plus contestable. Et là, il faut se situer à l'époque. À l'époque, M. Jean-Marc Ayrault, qui est juste député, qui est dans l'opposition, va utiliser le terme de copinage d'État. Il va dire, ça sent, le copinage d'État. Donc ça veut dire que les juges sont sous la tutelle, sont sous le contrôle du pouvoir politique. L'accusation me semble encore plus grave que celle qui serait portée contre Bernard Tapie. Et cette accusation contre la justice, très curieusement, on va la retrouver dans une interview que va donner le président de la République Hollande, dans deux journalistes du Monde, lorsqu'il va dire que la justice est lâche. Il utilise des mots très forts. Il dit les hauts magistrats sont lâches, quoi. En gros, manquent de vertu, ils manquent de droiture morale, quoi. C'est très grave. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même très grave ce que vous êtes en train de dire et que d'autres personnes, alors les journalistes cette fois, relayent. Oui, alors moi je ne vais pas me prononcer là-dessus. C'est vrai que c'est très particulier, mais je crois que pour rejoindre ce que dit mon confrère, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que cet article du Code pénal qui est invoqué contre Christine Lagarde, il est invoqué de façon rarissime. Hein, c'est un article qui est très peu employé, très peu utilisé. D'ailleurs, finalement, quand on regarde les sanctions qui assortissent le texte, 1 an de prison ou 15 000 € d'amende, sur l'échelle des peines pénales, c'est pas gigantesque. Donc ça vous montre quand même que c'est un texte qui n'est pas un texte très grave pénalement, mais plus encore. Moi, il y a quelque chose qui me frappe quand même dans cette affaire. On dit à Christine Lagarde, vous n'avez pas bien fait votre travail, et donc ça a permis des détournements au profit des époux Tapie qui ont récupéré de l'argent par la sentence arbitrale. Mais si les époux Tapie ont récupéré de l'argent par la sentence arbitrale, c'est parce que ces arbitres ont donc rendu cette sentence. Et ce qu'on dit, c'est que l'arbitrage était frauduleux, n'est-ce pas? On dit que c'était un arbitrage frauduleux, c'est ce qui a permis aux époux Tapie de récupérer de l'argent. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait ou ce qu'a pas fait Christine Lagarde. Christine Lagarde, elle n'était pas dans l'arbitrage. Christine Lagarde, elle ne porte aucune responsabilité sur le caractère frauduleux ou pas de l'arbitrage, détecté bien après. Après, là je reprends un terme qu'on trouve dans le dossier, elle a fait preuve de légèreté peu admissible. Oui, de légèreté, mais qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche le recours à l'arbitrage. C'est une appréciation subjective. C'est très subjectif, le recours à l'arbitrage. Votre reportage disait une procédure rarissime dans le journal de 13 heures. Pas vrai. L'arbitrage, c'est pas du tout une procédure rarissime. C'est très fréquent, l'arbitrage. Comme le disait mon confrère Toiti, ça permet de mettre un terme sur des années de procédure, des années de litige, avec des arrêts de la Cour de cassation qui n'étaient pas forcément favorables au Crédit Lyonnais, qui étaient plutôt favorables au Tapie, d'ailleurs. Ça permet de mettre un terme au litige, et ça existe de façon très fréquente, surtout en France, qui est une juridiction très favorable à l'arbitrage. Je vois pas très bien où est la légèreté là-dedans. Alors, négligence, ou alors, est-ce qu'on lui a caché des choses, tout simplement? C'est possible, ça on peut pas. Enfin, peut-être que l'instruction du dossier permettra de révéler si on lui a caché des choses. Mais en attendant, c'est vrai que moi j'ai le sentiment qu'on lui fait un peu un procès en sorcellerie, quoi. Oui.
Alors, ce qui a une petite anecdote qui vaut quand même son pesant de cacahuètes, c'est que le procès a lieu dans la salle même où Marie-Antoinette a été jugée. Tout le monde, oui, on l'a remarqué, ça, effectivement. Bon, la presse, la presse, elle s'en sert d'accroche. Ouais. Et est-ce que c'est un petit clin d'œil que les juges voulaient faire pour pouvoir, après avoir subi cette charge du président de la République? On se retrouve dans quelques instants. On va faire un rappel des titres. Enfin, on a entendu le mot procès politique, procès en sorcellerie. Hein, c'est les termes que vous avez employés, des termes assez forts. À tout de suite. Retour sur le plateau donc, où on s'intéresse à Christine Lagarde qui devrait arriver d'ici quelques instants devant la Cour de justice de la République. On retrouvera dans quelques instants Alexandra Guillet au palais de justice. En plateau avec nous, Maître Sidney Touati, avocat fiscaliste et auteur de la face cachée de l'affaire Tapie, et Maître Denis Chemla, avocat en droit pénal des affaires, spécialiste de contentieux. Alors parmi ce que l'on reproche à Christine Lagarde, il y a cet aspect des choses que l'on a évoqué il y a quelques instants, d'avoir pu faire preuve d'une certaine légèreté, et il y a également de ne pas avoir déposé un recours, une fois que la sentence a été connue. On va écouter les explications de son avocat, Maître Patrick Maisonneuve, sur ce point précis. Elle est déterminée et confiante. Elle a pris ses décisions sur ces bases-là. Elle n'a pas pris des décisions sur rien. Elle avait des informations, elle avait des conseils, elle n'avait peut-être pas toutes les informations, mais en tous les cas suffisamment pour prendre des décisions. Donc les avocats, des professeurs de droit, des avocats au Conseil d'État, à la Cour de cassation, lui ont dit que ce recours avait une très faible chance d'aboutir, donc elle a pris la décision de ne pas faire de recours. Bien, ce que dit Maître Maisonneuve, à vous qui êtes avocat également, alors on ne se déjuge pas entre confrères, mais quand même, est-ce que ce sont des arguments qui peuvent porter? On peut avoir des opinions différentes entre confrères, hein, ça nous arrive tous les jours au tribunal. Écoutez, il y a quand même quelque chose qu'il faut voir. Ce recours n'avait pas de rapport avec le caractère frauduleux ou pas de l'arbitrage. Hein, ce recours, il portait sur une question technique qui était celle de savoir si les arbitres avaient ou non contredit les décisions qui avaient été rendues auparavant. Puisque le compromis d'arbitrage prévoyait qu'il fallait rester dans les bornes posées par les précédentes juridictions. Donc c'est pas comme si on disait à Christine Lagarde, vous saviez que l'arbitrage était frauduleux et vous n'avez pas fait de recours. C'est quelque chose de complètement différent qu'on lui reproche, encore une fois. Hein, on lui reproche quelque chose de technique. On est tous confrontés à ce genre de décision, pas à notre niveau d'avocat. Est-ce qu'on fait un recours ou pas? Et parfois, les circonstances de droit et de fait font qu'on décide de pas faire de recours contre une décision. Et en général, d'ailleurs, les magistrats nous en sont grés parce que ça a permis d'éviter du travail à la cour d'appel. Mais est-ce qu'elle a été bien informée par son entourage à Bercy? On pense notamment à Stéphane Richard, actuel PDG d'Orange, qui était son directeur de cabinet à l'époque et qui suivait, lui, le dossier de près. Écoutez, le danger, lorsqu'on examine une situation passée, où un responsable politique, un ministre, arrête une décision, évidemment, il est lui-même toujours confronté à des points de vue opposés, et ensuite il tranche avec les éléments dont il dispose. Alors, a posteriori, on a de nouveaux éléments. Et le danger, pour asseoir la culpabilité ou non de Madame Lagarde, ça serait de projeter sur le passé les éléments dont on dispose aujourd'hui. Or, il est, à mon avis, manifeste que Madame Lagarde s'est prononcée en faisant son métier de ministre correctement. C'est une dame, on connaît sa probité, sa droiture, elle a dû se prononcer en conscience avec les pièces dont elle dispose. Il faut savoir aussi que l'enjeu à l'époque, c'était 7 milliards. C'était 7 milliards d'euros. Ça représente quoi les 7 milliards d'euros? Parce qu'on jongle tellement avec les millions d'euros qu'à un moment... demandait Bernard Tapie. Ah oui, d'accord. C'était la demande de Bernard Tapie. Il ne faut pas oublier que Bernard Tapie avait gagné devant la cour d'appel. Voilà. Bien avant l'arbitrage. Voilà. Et il collectionnait quand même les décisions positives devant les juridictions. Donc, on comprend. En plus, il faut savoir que ce procès, Fleuve, avait coûté déjà en honoraires d'avocat une fortune à l'État. Et donc... à un moment donné, je comprends très bien qu'un ministre, moi j'ai jamais été ministre évidemment, mais je comprends qu'un ministre a envie de dire, bon maintenant, il faut savoir
s'arrêter. Il faut savoir trouver une solution. Alors on peut toujours dire oui, c'était trop, les 400 millions. En fait, ce n'est pas les 400 millions qui ont choqué, c'est l'indemnité pour le préjudice moral. Enfin, les 400 millions aussi quand même pour l'opinion publique, surtout en ces périodes de disette budgétaire, 403 millions d'euros, on peut faire certaines choses quand même. Il y a déjà eu une condamnation de 153 millions d'euros par la Cour d'appel de Paris, plus les intérêts, et depuis longtemps, depuis 1994, donc ça représente une somme importante. C'est vrai, ce qui a choqué, c'est les 50 millions ou les 45 millions ou 40 millions de préjudice moral. Mais il faut savoir quand même qu'on a introduit dans l'arbitrage un plafond au préjudice moral. Je crois que c'est même sur les services de Christine Lagarde qui ont introduit ce plafond de 50 millions. L'arbitrage tel qu'il était conçu au départ, il n'y avait même pas de plafond pour le préjudice moral. Donc je ne sais pas ce qui serait arrivé, mais elle a plutôt modéré en fait l'addition du point de vue du préjudice moral. Et quel impact peut avoir ce procès sur l'autre procès à venir, donc on le répète, le procès non gouvernemental, hein, c'est du pénal, où il y a d'anciens membres du cabinet, il y a également Bernard Tapie qui sera cité. Mais là aussi, hein, c'est du pénal, mais là l'autre dossier, là, c'est la Cour de justice, c'est le dossier de la fraude de l'arbitrage. Je pense qu'il peut avoir un impact important. C'est un climat psychologique qui est créé. Si Christine Lagarde est condamnée pour négligence dans la conduite, dans la décision de recourir à cet arbitrage, ça peut avoir effectivement un impact sur le procès pénal au fond, sur la nature même de l'arbitrage. Enfin, moi, sur le pénal, je ne peux pas me prononcer parce que mon confrère, c'est sa partie, mais j'ai le sentiment que au niveau pénal, pour être condamné, il faut vraiment qu'il y ait des preuves. On ne peut pas condamner quelqu'un sur de simples soupçons ou sur des appréciations subjectives. Or moi, il me semble que jusqu'à présent, les éléments qui ont été portés à notre connaissance ne révéleraient que ce genre d'appréciation subjective. Bon, moi je vous écoute attentivement, vous dédouanez quand même Christine Lagarde depuis tout à l'heure. Il ne s'agit pas de dédouaner Christine Lagarde. La Cour de justice de la République fera son travail, elle le fera très bien, et on n'est pas là pour remplacer la Cour de justice de la République. En tant qu'avocat, on peut quand même relever un certain nombre d'éléments qui nous paraissent aller dans un sens ou dans l'autre. Et c'est vrai qu'il y a, compte tenu de la nature particulière de ce qui lui est reproché, des éléments qui militent, comme l'a dit son avocat, en sa faveur. On peut le constater. Je voudrais juste soulever un dernier point, c'est... Imaginons que Mme Lagarde soit condamnée pour négligence. Vous imaginez la pression que cette décision aura sur tous les ministres qui auront à se prononcer dans l'urgence. Parce que souvent, les ministres doivent trancher, ils arbitrent. En fait, ce sont des arbitres. Oui. Et donc, si tout à coup leur responsabilité est mise en avant lorsqu'ils se prononcent et qui n'ont pas connaissance de la totalité des éléments d'un dossier, je me demande comment un ministre va pouvoir arbitrer maintenant. Voilà, toujours en direct ces images du Palais de justice de Paris où on attend l'arrivée de Christine Lagarde, Palais de justice de Paris, où siège donc aujourd'hui la Cour de justice de la République. Un mot quand même sur cette Cour de justice de la République qui existe depuis le début des années 90, dont on parle assez rarement, et on s'aperçoit quand même qu'à chaque fois, quand elle a à se prononcer, elle est plutôt clémente, on peut le dire comme ça. Elle a été clémente une fois dans l'affaire du sang contaminé, à juste raison, à mon avis. Ça, c'est mon avis personnel. Après, elle a toujours condamné les ministres qui sont passés devant elle. Je pense qu'on est arrivé à... Mais c'est pas fermement. Enfin, je veux dire, on commande pas une décision de justice, d'accord ? Elle a appliqué la loi. Je pense qu'en réalité, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que les ministres soient jugés devant des tribunaux normaux. On n'a plus besoin, à mon avis, d'une Cour de justice de la République. Je trouve que d'avoir des parlementaires qui siègent avec des juges professionnels, moi, personnellement, en tant qu'avocat, je suis toujours très méfiant des juridictions d'exception. On peut très bien imaginer que les ministres, pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, soient justiciables des juridictions classiques, peut-être un peu composées différemment, avec plus de magistrats, pas les 3 juges classiques du tribunal, mais 5 ou 7 juges, pour donner plus de force, plus de solennité au processus. Mais je pense que les magistrats sont parfaitement capables de juger les ministres. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus besoin de la Cour de justice de la République. Oui, je vais dans le sens de mon confrère. Effectivement, ce que révèle ce procès à tiroir, et c'est une complexité inouïe au niveau des procédures engagées, etc., c'est une sorte de voisinage, de cousinage malsain entre le pouvoir politique et la justice. En fait, en France, nous souffrons du fait que la justice n'est pas un pouvoir séparé, c'est une administration, c'est ainsi que l'a voulu le général de Gaulle lorsqu'il a créé les institutions de la Ve République. Bon, et on souffre beaucoup, bien que les magistrats
été capable de s'émanciper de ce. Ils sont très indépendants. Mais tout le monde a reconnu qu'avec le procès Cahuzac, la sentence qui est tombée, il y avait a priori une distinction entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Il n'y a aucune difficulté sur l'indépendance du parquet ou l'indépendance des magistrats du siège. La justice est très indépendante. Mais ce que dit mon confrère Toiti est exact. On souffre en France. Dans notre ADN, la justice est une autorité judiciaire. Ce n'est pas un pouvoir au même titre que les autres pouvoirs. C'est ainsi qu'est rédigée la Constitution. Et je pense que ça nous manque. Merci beaucoup. Messieurs, vous voulez rajouter quelque chose? Mot de la fin, pour terminer L'autre problème, c'est que le monde politique est trop proche du monde des affaires, et ce qui fait qu'on trouve ce flirt dangereux, parce que l'État, effectivement, est présent, très présent dans l'univers des affaires, et on trouve cette zone très floue, très boueuse, quoi, où ces pouvoirs vont se toucher avec ce que ça implique. Et j'ai peur qu'avec cette affaire Tapie, on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On retiendra les mots prononcés quand même. Un procès politique, procès en sorcellerie. Vous n'avez pas forcément prononcé tous les deux, dont acte. Restez avec nous tout de suite. Le Quintet à Cagnes-sur-Mer aujourd'hui.